La dernière fois, on a parlé du paradoxe des deux enfants, à savoir cette énigme à laquelle j'ai proposé deux solutions convaincantes aux conclusions contradictoires. Et je vous ai demandé de démêler tout ça en sous-entendant fortement que le bayésianisme et les lois des probabilités sont cruciales pour y arriver. Aujourd'hui, on va parler justement des lois des probabilités en insistant en particulier sur l'équation qui est sans doute la plus importante, à savoir la formule de Bayes. Et du coup, il va y avoir des équations mathématiques. Mais rassurez-vous, rien de très compliqué. Bon, disons rien de trop compliqué. Pour illustrer la formule de Bayes, prenons le cas d'une journée classique où il peut pleuvoir ou non et où je peux avoir pris mon parapluie ou non. Donc dans l'ensemble des journées imaginables, il y a un sous-ensemble pluie et un autre sous-ensemble parapluie. Dans le cas général, les sous-ensembles produisent 4 régions différentes. Bon, il est possible en fonction de leur configuration que l'une des régions disparaisse, donc techniquement l'une ou plusieurs des régions peut être vide. Mais pour simplifier, supposons que les 4 régions sont non vides. Quelles sont-elles? Eh bien, il y a une région qui est dans pluie mais pas dans parapluie. Ça correspond au cas où il pleut et je n'ai pas pris mon parapluie. Et ça mouille. On peut appeler cette région pluie et non parapluie. Dans cette autre région, il pleut et j'ai mon parapluie. C'est donc la région pluie et parapluie. Puis on a cette région où il ne pleut pas, mais j'ai quand même pris mon parapluie. Peut-être parce qu'il traînait au fond de mon sac ou parce que je craignais la pluie qui n'est jamais venue. C'est la région non pluie et parapluie. Enfin, il y a la région extérieure qui correspond au cas où il ne pleut pas et je n'ai pas pris mon parapluie. Ce qu'on vient de dessiner là, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn et ça peut être très utile pour visualiser les différentes choses qui peuvent se passer. Ok, maintenant on va rajouter une couche de probabilité à ce raisonnement ensembliste. Ça va être très simple, on va tout bêtement considérer que la probabilité d'un événement est la taille de son ensemble. Ainsi, si on est en Bretagne, notre diagramme de Venn probabiliste ressemblera peut-être à ça. Et si on est sur la Côte d'Azur, ça ressemblera peut-être davantage à ça. On peut d'ailleurs noter notre première loi des probabilités et calculer la probabilité de pluie ou parapluie à l'aide des régions identifiées auparavant. On voit que cette probabilité se décompose en pluie et non parapluie, plus pluie et parapluie, plus non pluie et parapluie. On a d'ailleurs une autre façon de compter les régions. Pour obtenir le même résultat, on peut d'abord additionner pluie plus parapluie et se rendre compte qu'on a alors compté 2 fois la région pluie et parapluie. Et donc, pour ne l'avoir compté qu'une fois, on peut retrancher pluie et parapluie. On obtient alors l'équation probabilité de pluie ou parapluie est égale à probabilité de pluie plus probabilité de parapluie moins probabilité de pluie et parapluie. Wouhou! On vient d'obtenir notre première loi des probabilités. Bon, ceci dit, dans le cadre en tout cas de cette série, je vous conseille de ne pas la prendre par cœur parce qu'elle n'est en fait pas souvent utile au raisonnement probabiliste. Le mieux, si vous en avez besoin, c'est sans doute de redessiner un diagramme de Venn et de redémontrer la formule. Bref, venons-en à ce qui sera incontournable pour le raisonnement probabiliste, à savoir la notion de probabilité conditionnelle. En particulier, en pratique, dans notre exemple, la probabilité conditionnelle la plus intéressante est sans doute la probabilité d'avoir mon parapluie sachant qu'il pleut. Ou dit autrement, s'il pleut, quelle est la probabilité que j'ai pris mon parapluie? Jetons un œil au diagramme de Venn. S'il pleut, c'est qu'on est dans la région pluie et qu'on peut oublier tout ce qui n'est pas dans cette région. Les cas de cette région où j'ai mon parapluie correspondent alors à cette région ici à l'écran. Or, si on dézoome, on voit que cette région n'est autre que la région pluie et parapluie. Donc si maintenant on rezoome, on voit que parmi tous les cas où il pleut, seuls ceux pluie et parapluie sont ceux où j'ai mon parapluie. Du coup, il semble naturel de considérer que lorsqu'il pleut, la probabilité que j'ai mon parapluie est la taille de pluie et parapluie relativement à tout l'ensemble pluie. Eh bien, on vient en fait de donner la définition des probabilités conditionnelles. La probabilité que j'ai mon parapluie sachant qu'il pleut, c'est égal à la probabilité pluie et parapluie divisée par la probabilité pluie. Alors ça, c'est une définition, donc ça ne peut pas être faux. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une bonne définition? Lorsque l'on parle de la probabilité que j'ai mon parapluie sachant qu'il pleut, est-ce de ce calcul que l'on parle? Eh bien, le pari fondamental du bayésianisme, c'est que non seulement la réponse à cette question est à peu près oui, mais surtout que la réponse serait clairement oui si on réfléchissait mieux à cette question. Autrement dit, le bayésianisme, c'est faire du langage des probabilités le langage du savoir. Tout le reste est alors secondaire ou erroné. Ok, mais qu'est-ce que la formule de Bayes dans tout ça? Eh bien, reprenons notre définition des probabilités conditionnelles. En
multipliant par la probabilité de pluie des deux côtés, on voit que la probabilité de pluie et parapluie est égale à la probabilité de pluie fois la probabilité de parapluie sachant pluie. Et à bien y réfléchir, c'est une équation très naturelle. Pour qu'il y ait pluie et parapluie, il faut d'abord qu'il y ait pluie, mais alors on sait qu'il y a pluie. Et du coup, on se place dans un cadre conditionné par la présence de pluie. Et donc, il nous faut considérer la probabilité de parapluie conditionnée à la présence de pluie. Et ce qui est maintenant intriguant, c'est qu'on peut faire le même raisonnement mais avec l'autre côté du diagramme, c'est-à-dire en inversant le rôle de pluie et parapluie. Et oui, de même la probabilité de pluie et parapluie, c'est la probabilité de parapluie fois la probabilité de pluie sachant parapluie. Et maintenant, ce qui est fascinant, c'est qu'on a réussi à calculer la région centrale de deux manières différentes, en raisonnant avec la partie de gauche ou la partie de droite du diagramme. Et du coup, on en vient à l'égalité. Probabilité de pluie fois probabilité de parapluie sachant pluie est égale à la probabilité de la région centrale pluie et parapluie, et c'est aussi égal à la probabilité de parapluie fois la probabilité de pluie sachant parapluie. Divisons maintenant par la probabilité de parapluie des deux côtés, et voilà! Alors par habitude, je préfère inverser l'ordre de la multiplication à droite, ça ne change absolument rien, mais ça m'aide pour la mémorisation de cette formule de toujours l'écrire de la même manière. Et je me suis habitué à cette manière. On obtient alors la fameuse formule de Bayes. Celle-ci nous dit que la probabilité conditionnelle probabilité de pluie sachant parapluie se déduit d'un calcul, et ce calcul est probabilité de parapluie sachant pluie fois probabilité de pluie divisé par la probabilité de parapluie. Ça y est, vous connaissez la formule de Bayes. Vous pouvez donc entrer dans mon bureau. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. En effet, bien souvent en pratique, surtout dans le cadre du bayésianisme solomonophiste, le dénominateur de la formule de droite n'est pas donné. Et en fait, il est utile de le décomposer en les causes qui ont conduit, ici dans notre cas, au fait que j'ai mon parapluie. Dans notre cas, on peut identifier deux situations où j'ai mon parapluie. Soit il pleut et j'ai pris mon parapluie, soit il ne pleut pas et j'ai pris mon parapluie. En calculant ensuite chaque terme via la formule des probabilités conditionnelles, on obtient finalement la loi dite des probabilités totales. Cette loi dit que la probabilité d'un événement, ici parapluie, se décompose en la somme des probabilités des scénarios qui conduisent à cet événement. Oula, ça commence à faire beaucoup d'équations tout ça. Mais ne vous inquiétez pas besoin de retenir les détails pour l'instant. Je veux juste en arriver à l'équation finale. En remplaçant le dénominateur de la formule de Bayes à l'aide de la loi des probabilités totales, on obtient enfin la version que je préfère de la formule de Bayes. Enfin, pas encore tout à fait. Faisons un peu de cosmétique pour embellir encore un peu plus cette équation. Tout d'abord, en maths, on déteste le particulier et on adore généraliser quand c'est possible. Et ici, clairement, notre raisonnement n'est pas spécifique à la pluie et à mon parapluie. Donc on va remplacer ces deux événements par deux lettres abstraites, disons D et T. Et plutôt que non T, on va appeler A l'alternative à T. Et dernière chose, en général, il n'y a pas une seule alternative à T. Il peut même y avoir une infinité d'alternatives à T. Par chance, la loi des probabilités totales s'adapte parfaitement à ce cas. Elle revient tout simplement à prendre la somme sur toutes les alternatives possibles à T qui ont conduit à D. Et cette fois, on y est. Voici, mesdames et messieurs, mon équation préférée des mathématiques. Voici la formule de Bayes dans sa plus jolie forme. Voici l'équation que je me permets d'appeler sans sourciller la formule du savoir. Alors, si vous n'avez pas tout suivi, surtout ne vous inquiétez pas. On consacrera la prochaine vidéo à décortiquer cette merveilleuse équation. Il faut du temps, et même beaucoup de temps, pour vraiment la comprendre et la saisir au plus profond de son âme. Mais en attendant la semaine prochaine, je peux d'ores et déjà insister sur un détail pas si anecdotique. Le choix des lettres D et T est en fait loin d'être anodin. D correspond aux données et T aux théories. Et ce que nous dit la formule du savoir, c'est que pour déterminer la probabilité d'une théorie sachant toutes sortes de données collectées, il faut et il suffit d'effectuer ce calcul. Et toute alternative est, selon la pure bayésienne, irrationnelle. En particulier, cette merveilleuse équation a des conséquences absolument stupéfiantes, comme le fait que le raisonnement intuitif, le raisonnement logique et le raisonnement hypothético-déductif sont au mieux incomplets, voire tout simplement erronés, voire juste complètement fallacieux. Et ça, on le développera tout au long de cette série. Mais je vous invite vivement à réfléchir à cette formule et à essayer de découvrir par vous-même ses implications stupéfiantes. Notamment au hasard,
lorsqu'on l'applique à l'énigme des deux enfants. La dernière fois, je vous ai posé l'énigme des deux enfants et il y a eu énormément de réactions dans les commentaires. Et l'une des critiques les plus récurrentes consiste à dire que le problème tel que je l'ai posé est un problème mal posé. Et ça, c'est bizarre quand vous y réfléchissez. Après tout, le problème tel que je l'ai posé n'a rien de très étrange. Je vous parle d'un homme qui a deux enfants et l'un d'eux est un garçon. Quelle est la probabilité que l'autre soit un garçon aussi? Ça paraît pas insensé que de poser le problème comme cela. En particulier, ça peut largement avoir des conséquences pratiques. Par exemple, imaginons qu'on soit maintenant invité à l'anniversaire de l'autre enfant. On peut vouloir changer l'idée de cadeau qu'on a en tête en fonction de si l'on croit que l'autre enfant est probablement un garçon ou une fille. Du coup, c'est une question qui quand même a une certaine pertinence pratique. Alors peut-être que dans sa forme telle que je l'ai posée là, elle n'a pas directement une application pratique, mais il me semble que c'est assez facile d'imaginer des variantes qui ont des implications pratiques et pour lesquelles il semble utile d'avoir en tout cas une estimation de la probabilité que l'autre enfant soit un garçon. En tout cas, si vous y réfléchissez en pratique, des variantes de ce problème en pratique, il y en a énormément. Généralement, quand vous parlez à un ami que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et vous savez qu'il a deux enfants, vous n'êtes pas du tout sûr du sexe de ces enfants et vous pouvez vouloir essayer d'estimer cette probabilité à partir d'informations que vous avez collectées. Et si l'une de ces informations c'est le fait que l'un des enfants est un garçon, si vous voulez savoir le sexe de votre enfant, il ne paraît pas débile d'essayer de chercher à raisonner. Et finalement, les raisonnements sont peut-être pas si différents du raisonnement qu'il faut avoir dans ce problème. Et là, on rentre vraiment dans un truc assez bizarre du bayésianisme, à savoir que pour un bayésien, il faut toujours parier. Donc on n'est pas sûr du sexe de l'enfant, mais si je vous propose des cotes pour parier sur le sexe de l'autre enfant, voilà, si c'est une cote à 1 contre 1, est-ce que vous pariez? Si c'est à 2 contre 1, est-ce que vous pariez? Si c'est une cote à 7 contre 5, est-ce que vous pariez? Je pense que ce sont des questions qui se posent, et en tout cas, la pure bayésienne pense que ce sont largement des questions qui se posent. Mais pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec ces idées et qui du coup sont absolument pas pro-bayésiens, il y a moyen de rendre cette question un peu plus concrète et typiquement c'est ce qu'a fait Michael Honnet dans un super sondage, vraiment une super idée de sondage, où il a posté ce tweet avec deux réponses possibles filles ou garçons. Donc dans ce tweet, il vous demande de penser à une personne de votre entourage qui a deux enfants dont l'un est un garçon. Quel est alors le sexe de l'autre enfant? Michael vous demande de répondre garçon ou fille et ensuite il a collecté les données sur pas mal de gens et il y a eu plus de 2000 votes, donc vraiment pas mal de votes, on peut faire des intervalles de confiance et tout, et donc c'est des résultats vraiment très intéressants. Et voilà, il y a eu une réponse. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller voir la réponse, vous pouvez aller voir, chercher ça sur Google, vous trouvez facilement, mais le meilleur truc encore à faire, c'est de ne pas aller voir les résultats et d'essayer de prédire quels seraient les résultats. D'après vous, qu'est-ce qui ressort de ce truc? Est-ce que c'est un tiers garçon, deux tiers fille, ou est-ce que c'est 50-50? Exprimez cette idée, essayez de l'écrire quelque part pour vraiment affirmer que c'est vraiment votre prédiction maintenant. Et puis vous pourrez ensuite aller voir les résultats du sondage et constater si votre prédiction était juste ou non. Plus généralement sur ce problème, je vous demande de faire attention à votre excès de confiance. Il y a eu énormément de réponses dans les commentaires qui donnaient clairement une réponse et rejetaient l'autre sans argument très solide et avec un certain excès de confiance, voire une moquerie de la réponse opposée. Voilà, le problème est vraiment subtil, j'ai essayé de vous montrer ça, j'ai quand même pas mal insisté sur le fait que moi personnellement c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre, j'ai eu beaucoup de mal à en comprendre et je pense aujourd'hui mieux le comprendre, mais voilà, ça m'a pris facilement 6 ans pour y arriver. C'est un problème vraiment difficile, donc je vous demande de vraiment être prudent et d'envisager la possibilité que vous vous trompiez peut-être quelle que soit la réponse à laquelle vous pensez. Et plus généralement avec ce genre de problème, ce qui est vraiment génial, c'est pas tant la réponse à ce problème, à la limite la réponse on s'en fout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre le problème, de le tourner dans tous les sens et d'explorer toutes ces différentes variantes. Vraiment, ce problème sera ce que vous en ferez. Si vous voulez considérer qu'il n'est pas intéressant, vous pouvez juste le jeter à la poubelle. C'est vraiment dommage, je pense, parce que vous passerez à côté de quelque chose d'assez merveilleux. Au lieu de cela, ce que je vous encourage beaucoup plus à faire, c'est de considérer qu'il y a vraiment un truc intéressant dans ce problème, un truc mystérieux, et que ça vaut le coup de bien y réfléchir pour essayer de mieux comprendre les mystères que renferme cette énigme. Bref, soyez pas un mec hautain et condescendant qui débat très mal, essayez plus d'être un explorateur qui pose des questions intéressantes. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va disséquer encore un peu plus cette formule de Bayes, essayer de la comprendre et de voir ce qu'elle dit, notamment par rapport à l'épistémologie, en tout cas l'épistémologie bayésienne. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois.
Admettons que vous êtes convaincu à 100% de la prémisse. Vous êtes absolument certain que la météo a prévu de la pluie. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à transférer ce degré de conviction sur la conclusion qu'il va pleuvoir demain? La météo a généralement raison, mais elle peut parfois se tromper. Tenant compte de tout cela, convaincu à 100% de la prémisse, vous serez peut-être convaincu à 90% de la conclusion. Et c'est déjà pas mal, le lien est plutôt fort. Si dans un certain échantillon, il y a une certaine proportion d'éléments qui ont la propriété A, et une autre proportion d'éléments qui ont la propriété B, on peut calculer la proportion des éléments qui ont les deux propriétés à la fois ainsi. On prend le pourcentage des éléments qui sont A, et on multiplie par le pourcentage de ceux qui sont B parmi ceux qui sont déjà A. Et puis on peut faire aussi l'inverse. On prend le pourcentage des éléments qui sont B, et on multiplie par le pourcentage de ceux qui sont A parmi ceux qui sont déjà B. Du coup, on a cette égalité. Voilà. C'est pas ouf. En vérité, c'est plutôt Pierre-Simon Laplace qui, quelques années plus tard, a compris le véritable intérêt de cette égalité. En effet, en la réécrivant plutôt ainsi, il remarque qu'elle peut servir à retourner les probabilités conditionnelles, c'est-à-dire trouver la probabilité de B sachant A à partir de la probabilité de A sachant B. Et ça, c'est fondamental.